Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issus notamment de la récupération des résidus marins des pêcheries de la Côte-Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais bioniques conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionic assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Soyez les bienvenus à Radio Légumes et compagnie. On est très content de vous retrouver. Et Bertrand aussi, je suis très contente de te retrouver. Bonjour, Janine. Tu vas nous parler de travailler le sol. Eh bien, travailler le sol ou pas? Voilà la question. Oui, voilà la question. Voilà la Une grosse question existentielle. Là. Combien de gens se font des tours de rein en se lançant au printemps alors qu'ils ont les muscles encore raidis parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'exercices l'hiver? Beaucoup trop. Beaucoup trop. Parce qu'on n'a pas besoin de le faire. Malheureusement, on reste encore. Cette semaine, j'étais sur Internet et j'ai monté de lait. Heureusement, j'étais tout seul et qu'il n'y avait personne dans mon bureau. Et les gens achètent des rotoculteurs. Faites pas ça, c'est la dernière affaire dont vous avez besoin. Vous avez besoin de rotoculteur une fois dans votre vie, puis après ça, c'est fini. Quand tu ouvres ton potager. Hein? Non, mais tu en as besoin quand tu ouvres un nouveau potager. Après ça, c'est fini. Fait que louez-le ou faites-le faire, mais n'achetez pas, s'il vous plaît, n'achetez pas un rotoculteur. Ça ne sert absolument à rien et même, c'est néfaste. C'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est mauvais pour le dos aussi. On a beau dire c'est tracté. C'est ça. Les gars travaillent fort souvent. Ouais. Donc, je vais vous parler du travail du sol, mais en particulièrement du labour, parce que ça, c'est une grande histoire, le labour. Mais c'est très symbolique, hein? Qui est une pratique très controversée aujourd'hui. OK? Puis, est-ce qu'on doit le faire ou pas? Est-ce qu'on doit le faire ou pas? Alors, regarde, on va avoir un livre de référence. Ça fait partie de ta série Jardin comestible éco-responsable. Et puis, un de ces deux livres-là, Comprendre la nature, tirer parti de ses bienfaits, c'est là-dedans que les gens qui nous écoutent... La vie du sol et du travail du sol. OK? Je raconte l'histoire de la charrue. Fait que, tu sais, on va te dire la charrue existe depuis... Non, la charrue existe depuis le 16e siècle seulement. Avant, c'était une espèce d'arère, ce qu'on appelle, qui n'était pas une charrue, ça ne retournait pas le sol, ça le brisait. Mais c'est à partir du 16e siècle qu'on commence à utiliser la charrue. Et aujourd'hui, on l'utilise d'une manière, on va en reparler, assez malheureusement néfaste. Mais c'est rendu, on se questionne là-dessus. Ça va devenir un jour une ancienne pratique, probablement, même pour l'industriel. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Bon, alors qu'est-ce qu'on entend par le travail du sol? Alors, parce que ça a une notion, c'est ça que je voulais dire, Bertrand, c'est symbolique. Tu sais, le labour, les labours, c'est le début du printemps. Il y a beaucoup d'attachement à cette opération. Oui. Et c'est peut-être une des raisons qui fait qu'on s'y attache tant. Il y a beaucoup d'images attachées à ça. Le labour. Le labour, c'est les semailles, puis c'est le symbole de ce qui va renaître, OK? Oui. Malheureusement ou heureusement, il y a d'autres solutions qui sont aussi efficaces, sinon plus. Alors, qu'est-ce qu'on entend par travail du sol? Je répète ma question. Donc je vous donne une bonne définition. C'est une suite d'opérations réalisées à l'aide d'instruments aratoires afin de créer un milieu favorable à la croissance des plantes cultivées. Il n'y a pas le mot labour là-dedans. Non. Opération. Simple opération à l'aide d'instruments aratoires. Afin de créer un milieu favorable à la croissance des plantes cultivées. C'est ça le travail du sol. Est-ce qu'il y a plusieurs pratiques dans le travail du sol? Alors là, oui. On a des options. Là, il y a différentes. Il y a le labour. Donc, avec une charrue, on ouvre la couche arable d'un champ cultivé sur une certaine profondeur et on le retourne afin de faciliter les opérations culturales. Il y a le pseudo-labour.
OK? Ça, je connais ça depuis très longtemps. Le pseudo-labour, c'est pas d'hier. Mm-hmm. Il y a 50 ans, quand j'étais à l'école d'horticulture, on faisait déjà les pseudo-labours. Donc, avec une herse ou un scarificateur, on travaille superficiellement le sol afin de l'ameublir. Alors, des fois, on faisait des labours et des pseudo-labours, puis des fois, on fait juste des pseudo-labours. Bon. OK? Puis, juste comme ça, si tu pratiques le pseudo-labour, ça te coûte beaucoup moins cher en carburant. Ah ben oui. Parce que ben oui. tu ne retournes pas la terre Ben sur oui. un, je ne sais pas quelle Non, profondeur. non, c'est ça. Donc, ça coûte moins cher, déjà. On Les continue. nouvelles charrues à disque, là, c'est pas mal des pseudo-labours. Le deux chômage, il constitue à enfouir les chaumes restés de paille pour faciliter leur décomposition, mais ça se fait en surface. On ne fait pas en profondeur. On ne retourne pas le sol, on le brasse pour que et on coupe. Et puis le roulage, le binage et le butage sont aussi considérés comme un travail du sol. Bon, alors tu as plusieurs façons de Oui. le faire, de lourd à très léger. Oui. Bon, est-ce qu'il y a différents types de labour? Si Oui. on revient au labour. Oui, il y a différents types. Il y a les labours, ce qu'on appelle un labour léger, où on va retourner ça sur 10 à 15 cm. Le moyen, 15 à 30 cm, pensez-y, c'est un pied. Les labours profonds, de 30 à 40 cm, OK? Et les labours de défoncement qui sont plus de 40 cm. Alors, les labours de défoncement, souvent, c'est des labours qu'on va faire au départ là, sur des nouvelles terres, là, puis on va faire quelques fois. Donc, on a des labours de 30 à 40 cm. Ça commence à être quelque chose. Puis je reviens toujours à la notion de carburant. Ça coûte cher. Ça coûte cher en carburant. Oh, oui. Et il faut comprendre que ça, ce n'est possible que depuis quelques années. Avec la grosse machinerie. Avec la force de la machinerie. Oui. Okay? Imaginez la force que ça prend pour tirer une charrue à 6 socs, 8 socs, okay? À 30 à 40 cm de profondeur. Puis la machinerie, ça en prend du volume de terre. Là, okay? Ouais. Donc, ça prend du carburant aussi. Okay? Mais est-ce qu'il y a des avantages au labour puisqu'on continue de le pratiquer? Oui, il y a des avantages au labour. Il faut être honnête qu'il y a des avantages. Il y a une compaction et une restructuration du sol. Une compaction ou une décompaction? Une décompaction. Excuse-moi, j'ai mal. Une décompaction, restructuration du sol. Une aération et l'introduction d'oxygène. OK, retenez ça parce qu'on va y revenir. On va mélanger les résidus de récolte, les amendements, les fertilisants. Souvent, on met les fertilisants, puis après ça, on les mélange avec ça. Une accélération de la minéralisation des éléments, ce qui entraîne moins de perte d'azote par volatilisation et donc plus de disponibilité aux plantes. Donc, l'azote va être plus rapidement disponible. Un accroissement de l'évaporation de l'eau et donc un réchauffement plus rapide du sol, vu qu'il n'y a pas de résidence sur la parcelle. Okay? Parce qu'il n'y a pas de résidus sur ta parcelle. Donc, un accroissement de l'évaporation de l'eau, ça veut dire que ça se ressuie, là. C'est le mot terminologique. Ça se ressuie plus rapidement. Sauf qu'en changement climatique, peut-être qu'on a des petits problèmes avec les sécheresses. Donc, pensez-y. Donc, le ressuyage et le réchauffement du lit de semence qui se fait est plus rapide pour la germination. C'est ce qu'on appelle une gestion mécanique des adventices par la destruction des plantes entières, la dilution du stock de semences sur un grand volume de terre. Mais ça, c'est pas toujours exact. Les adventices, ce sont les mauvaises herbes. Excuse-moi, les mauvaises herbes. C'est les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes. OK. Une rupture des cycles de reproduction de certaines maladies fongiques et la lutte contre les ravageurs des cultures en détruisant leurs nids et leurs habitats. Jusque-là, ça se tient. Il y a certains avantages. Mais dans ça, si on y réfléchit, il y en a quelques-uns. Là. La lutte contre les ravageurs des cultures, on parle des marmottes, on parle des trucs, et on détruit les nids et les habitats. Mais quand on détruit les habitats, on s'est rendu compte, quand on laissait je pense que c'est pas les loups, là, c'est les autres, les renards. Oui. Ils faisaient le ménage des petits animaux, là, puis que ça réglait des problèmes. Là, tiens donc. Alors là, on a parlé des avantages, puis je vois qu'il y a des doutes. Maintenant, on s'en va vers les inconvénients du labour. Je pense que la liste est longue. La liste est longue, hein? Ouais. Je vais essayer d'être intéressant dans la longue liste des inconvénients. Allons-y un par un. La première et la plus importante, c'est la modification de l'ordre naturel des couches. Okay? Les couches du sol. Rappelez-vous tout ce que j'ai dit sur la vie du sol. Là, on vient de tout mélanger la faune et la flore du sol. Okay? On vient de la mettre en dessous. Donc, ceux qui étaient dans le fond, on les met sur le dessus. Puis ceux qui étaient aérobiques, qui étaient sur le dessus, on les met dans le fond. C'est comme si tu passais dans une ville, puis tu fous avec une immense machine, puis tu retournes tout à l'envers. C'est à peu près la même chose. Ça va modifier la structure du sol. Okay? Donc, on va risquer il y a une partie de restructuration, mais il y a aussi un risque de déstructuration. Il y a un apport brutal d'oxygène. Donc, je parlais tout à l'heure de l'oxygène qui allait rendre l'azote plus rapide, mais
l'apport brutal entraîne une oxydation des matières organiques, ce qui peut provoquer une minéralisation précipitée, et donc les éléments nutritifs sont moins utiles, sauf en cas de semis. Donc, au moment du semis, le labour est intéressant, mais après le semis, il ne l'est plus. Il ne l'est plus. Okay? Ah bon? Bon. Ça, on le sait aujourd'hui, une plus grande production de gaz carbonique qui est rejetée dans l'atmosphère. Il y a une carte, il y a un documentaire, il y a une carte extraordinaire où on voit, au moment où les Américains sont en train de labourer leurs champs, oui. les tonnes de gaz carbonique qui sont rejetées dans l'atmosphère. C'est incroyable. Est-ce que c'est juste le travail de la terre ou c'est les grosses machineries avec du gaz? En partie, mais c'est aussi le travail. Le retour de temps va libérer du gaz carbonique qui est pris dans le sol. Une diminution du stock de matière organique due à une forte minéralisation. On l'a expliqué, puisqu'il y a beaucoup d'oxydation, il y a beaucoup de minéralisation, donc il y a moins de matière organique, ce qui pose des problèmes de structure et qui augmente l'érosion, donc une augmentation de l'érosion. Ça devient comme des sols pauvres, poussiéreux quasi. Oui, c'est ça. OK. Compaction du sol sous les zones travaillées, surtout en conditions humides. Et c'est ce qu'on appelle la formation d'une semelle de labour. La semelle de labour, c'est quand le fameux soc passe sur le labour. OK? C'est pas le soc, c'est... Non, je ne me souviens plus. Oui, c'est le soc. Il passe, il va lisser le sol. Et donc, le 40 cm, il est mou, mais en dessous de 40 cm, c'est dur comme c'est dur. Donc, et on sait aujourd'hui que des racines peuvent descendre à bien plus que 40 cm, même descendre jusqu'à 1 mètre, 1,50 m. Donc, elles arrivent là, puis elles ne sont plus capables de passer parce que c'est trop dur. C'est comme un mur de béton. C'est un mur de béton. Un sol de béton, c'est ça, hein? Oui. On enfouit aussi en profondeur les débris végétaux, les amendements organiques et toute la flore et la faune du sol. Donc, au lieu de laisser les amendements organiques et les débris végétaux sur le dessus du sol pour qu'ils se décomposent, on les envoie dans le fond, ce qui n'est pas une bonne idée. Ils ne se décomposent pas dans le fond? Ils se décomposent non, moins? Parce que c'est anaérobique, il n'y a pas d'air en profondeur. Ça prend de l'air. Donc, ça pourrit, ça pourrit, ça reste là. Okay. La remontée, la diminution de la faune et de la flore, ce qui entraîne une érosion de la biodiversité, ça c'est vraiment documenté. La remontée à la surface des graines enfouies les années précédentes. Alors oui, on les enterre, mais on en remonte d'autres. On s'est rendu compte qu'on en remontait d'autres. Fait que finalement, c'est pas si clair. La fragilisation du sol par une plus grande exposition à l'érosion. Donc, on expose du nouveau sol au vent, donc à l'érosion. L'altération et la diminution de la matière organique, donc, qui peut entraîner une disparition des couches superficielles. La réduction de l'humidité du sol. Okay, donc, on va à un sol moins humide en changement climatique et en sécheresse, il faut se poser la question. Et il y a aussi un lessivage des nitrates, ce qui pollue les nappes phréatiques et qui nécessite des apports d'engrais plus souvent. Donc, alors, ça resterait, si on ne retournait pas autant, ça resterait les nitrates dans le sol. Ils vont rester plus dans le sol et la plante ne va utiliser que les nitrates. Puis on ne retrouve pas ça dans les rivières. Et c'est ça, on ne les retrouve pas dans les rivières. Donc, quand on fait la balance avantages-inconvénients, il faut peut-être trouver d'autres solutions. Parce que les deux colonnes ne sont pas égales. Tu as beaucoup moins d'avantages que d'inconvénients. Puis c'est comme pour toute situation dans la vie. Oui. Les pour et les contre, qu'est-ce qui l'emporte? Ce qui est un contre, à un moment donné, il faut peut-être que tu l'élimines. Ben voilà. Bon. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionic, la gamme des engrais 100% naturels, propose Bionic compost marin et forestier. Ce compost, fait à la fois de carapaces de crustacés et de résidus d'écorce, est aussi vermicomposté, une véritable économie circulaire. Bionic compost marin et forestier a une bonne teneur en humus. Il est plus riche en éléments minéraux assimilables et son activité microbienne est très élevée. Ce compost stimule la croissance des végétaux, de la germination à la production des feuilles et de fruits. Bionic compost marin et forestier, distribué par Gloco, est en vente dans les centres de jardin. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
grosse machinerie. Ben oui. Là, on va dire le travail simplifié et allégé du sol. Qu'est-ce que c'est pour nous, maraîchers? Donc, c'est un ensemble de techniques qui visent à créer un milieu favorable à la croissance des plantes. Hein? Donc, on a le même objectif que le travail du sol, mais sans retournement de la terre. OK? Donc, c'est vraiment la stratégie de non-retournement. Là, je vais faire une petite mise au point. Il y a le non-labour. Où tu fais rien. Rien, OK? Mais sous le non-labour, il y a cesser tout travail du sol, OK? Ou pratiquer un léger travail du sol. Et tu optes pour? Moi, j'opte pour le léger travail du sol. Je ne vais pas demander aux gens qui ont retourné leur sol toute leur vie de ne plus retourner le sol. D'abord, psychologiquement, c'est très, très, très difficile de le faire. Et oui, puis, je peux te le dire. Et puis, c'est des techniques qui sont un petit peu différentes. Donc, il faut y réfléchir avant. OK? Bon, alors, tu optes pour un léger travail du sol. Alors, ça consiste en quoi? Bon, regarde, on va cesser tout travail du sol. Ça se traduit comment dans la pratique? Donc, arracher les racines des plantes restées au sol à l'automne précédent. Semer ou planter sans toucher au sol. Donc, on va juste brasser un petit peu pour mettre nos plantes ou nos graines. Mais ça demande au départ d'avoir un sol de très bonne qualité, bien meuble et bien prêt pour la culture des légumes annuels. Si votre sol n'est pas déjà un bon sol, il n'y a pas 4-5 ans qu'il a été fait, cesser tout travail du sol va être compliqué, là, parce qu'il faut les amendements et tout ça, ça va être compliqué. Remplacer la matière organique exportée lors de la récolte, et il faut le faire en surface, parce que là, on ne peut pas l'enterrer. Donc, on va faire, on en a déjà parlé, du compostage de surface. C'est très intéressant pour les plantes vivaces et les arbres et arbustes fruitiers. C'est un peu plus compliqué. Les arbres, les arbustes fruitiers puis les plantes vivaces, on n'a pas besoin de faire le travail du sol. Mais avec les légumes annuels, c'est un peu plus compliqué. Et les apports d'amendements et d'engrais naturels vont se faire à la surface aussi. Donc, on va vraiment uniquement faire des trous puis ressemer directement sur le sol. C'est une technique un peu particulière. Ben, ouais. Et quand on a toujours travaillé son sol, puis en arriver là, ça prend, à mon avis, l'étape intermédiaire qui est le léger travail du sol. Bon, correct. Puis pourquoi moi aussi, je tique? Apport superficiel d'amendements et d'engrais naturels. Quand tu mets ça sur un sol que tu n'as pas travaillé, oui. Il ne peut pas s'accrocher. Ben, il s'accroche, mais différemment. Ça, c'est plus difficile. Il y a un lessivage possible. C'est ça, c'est une technique particulière et c'est un petit peu difficile. Mais moi, je trouve ça, ça se fait, là, mais ça prend des gens qui ont une bonne connaissance de leur sol. Puis des techniques, là, faut pour pas faire des amendements inutilement qui vont être lessivés par la pluie, tu sais. C'est ça. Bon. Alors, OK, tu étais rendu là. Un léger travail du sol, ça veut dire quoi? Alors, on brasse la terre, mais sans la retourner. Et ça, c'est ce que je fais depuis des années maintenant. Mais le petit appareil que j'avais acheté, là, oui. tu sais, à griffe, oui. tu pousses à gauche, tu pousses à droite, oui. puis c'était très superficiel, ça allait à maximum 4 pouces. Alors, ça, c'est bon? Il y a on a 3 outils pour le faire. Soit la grelinette, OK, la grelinette ou la fourche bêche. La fourche bêche, là... Une fourche, carrément. Non, la fourche bêche, pas la fourche. La différence. La fourche, c'est fin. La fourche bêche est large, OK? Vous pouvez prendre ça, puis la tourner dans le sol, puis brasser le sol avec ça, OK? Avec la fourche bêche. Et là, vous allez pouvoir entrer à 25-30 cm dans le sol. OK? Vous avez aussi la griffe de jardinage, c'est ce dont tu parles. Mais attends, tu ne retournes pas, là, parce qu'on pourrait... Non, tu brasses. Parce qu'avec une fourche bêche, on pourrait faire un retournement, mais on ne fait pas oui. ça. Ben oui. Que oui, j'ai fait des doubles bêchages avec une fourche bêche quand on était à l'école d'horticulture, on faisait des doubles bêchages. Donc, ça ne se fait... C'est pas ça que tu dis ici, là. Ben, un double bêchage peut avoir un intérêt une première année, là. Nous, on le faisait souvent, on le faisait une fois par année parce qu'on apprenait à le faire, c'est une technique qu'on apprenait, mais une fois que tu l'as fait une fois, tu le fais plus, là. Mais tu ne faisais pas de retournement? Faisais-tu un retournement? Oui, j'ai appris avec un retournement, là. J'ai appris la vieille méthode, là. Mais aujourd'hui, on ne fait que brasser donc la sans granulette, retourner. OK. Ou ça, c'est 25 à 30 cm. Ou la griffe de jardinage, donc c'est ce que tu parles, ça a des petites dents. Alors là, les tiennes a des petites dents. Moi, j'en ai acheté une avec des grosses dents. OK. Dénigre pas la mienne. Non, je n'ai pas dénigré la tienne. Je l'aime. Tu l'aimes, tu l'utilises plus, c'est moi qui fais la griffe. Donc, c'est une griffe donc avec 2 ballons, vous tournez ça, et donc vous tournez le dessus du sol.
L'avantage, ça permet de rendre le sol meuble et puis vous mélangez juste les couches superficielles avec les amendements et les fertilisants sans déplacer les horizons. Donc, les horizons du sol. Les horizons du sol sont les horizons du sol. Et non ciel et terre. Non, vous ne déplacez plus ciel et terre non plus, là, donc juste les horizons du sol. Mais là, tes amendements vont rester. Oui, ils vont être mieux incorporés, c'est sûr. Oui. C'est pour ça que je préfère le travail léger du sol. Et les avantages du non-labour, si on y revient, y a-t-il des avantages donc, du non-labour, globalement, travail du sol ou non-travail du sol, ou travail léger du sol. Donc, préserver l'humus et le complexe argilo-humique. Là, vous irez dans le livre parce que je vous l'explique ce que c'est qu'un complexe argilo-humique, ce qui évite l'érosion et le lessivage des sols, donc lessivage des matières dans le sol. Stockage de carbone sous forme d'humus qui entraîne une réduction des gaz à effet de serre, donc c'est bon pour notre environnement et notre survie. Favorise le développement de la flore et de la faune. C'est encore très bon parce que, encore là, c'est nos aides naturelles qui font le travail pour nous, gratuitement. Limiter l'érosion parce que on laisse les débris dans le champ. Okay? On évite d'exporter les éléments minéraux et nutritifs contenus dans les débris végétaux parce que ce que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que quand je fais du non-travail du sol, je fais aussi, à l'automne, je laisse, et vous irez voir ma théorie sur la préparation du sol pour l'hiver, je laisse mes végétaux et je vais juste arracher les morceaux qui sont un peu durs. Et donc, les racines qui vont rester dans le sol, je vais les laisser dans le sol et vont servir de matière organique pour les autres plantes. Ça limite l'asphyxie. Ça restreint le ruissellement. L'asphyxie du sol. De ton sol. L'asphyxie du sol, pardon, oui, pas l'asphyxie du jardinier. S'il vous plaît. Ça évite d'exporter des éléments minéraux nutritifs contenus dans les débris végétaux. Donc, je disais, ça restreint le ruissellement, ce qui recharge les nappes phréatiques. L'eau pénètre mieux dans le sol parce que vous n'avez pas de semelle de labour. Donc, l'eau va bien pénétrer dans le sol. Vous économisez en énergie personnelle et en pétrole. Tout à fait. Ça ne prend pas de pétrole. Oui, mais non. Vous réduisez le temps de travail ainsi que l'utilisation de la force physique et vous évitez les blessures. Ce dont nous parlions au tout début, mais oui. On limite les apports d'intrants, ce qui réduit la pollution, et on favorise la biodiversité globale. Puis ta grenillette, là, est-ce que c'est vendu de plus en plus? Oui. Oui. C'est comme... Donne une image pour ceux qui n'ont pas consulté encore le livre. Alors, c'est 2 branches, OK, qui ont une barre de fer sur laquelle vous avez 3, 4 ou 5 dents. Il y a différentes sortes de granillettes. Vous plantez les dents dans le sol et avec les 2 manches, vous soulevez le sol. Hein, vous brassez le sol, mais le sol, il ne se déplace pas, il n'est pas retourné, il est juste brassé. Vous faites ça, 10 cm plus loin, vous refaites ça, vous faites ça, vous faites ça. Donc, c'est juste, là, il n'y a pas beaucoup de force à prendre avec la granillette. Là, c'est assez facile à utiliser, là. Ce que je lui reproche un petit peu à la granillette, c'est que c'est cher. Okay? C'est cher. Mais il y en a de moins en moins cher. Dans des petits jardins. Et l'autre petite affaire que je reproche à la granillette, parce que l'avantage que j'ai, moi, avec la grille de jardinage, c'est que je ne marche jamais sur mes planches. Non, c'est ça. Et avec la granillette, il faut que tu marches sur les plantes, à moins de le faire sur le côté. Travailler en latéral. Mais souvent, quand sur les longues planches, il marche sur le sol. Moi, ça m'évite de marcher sur le sol. C'est ça. Alors, les inconvénients du non-labour, c'est-à-dire du non-retournement de la terre? Eh bien, les débris végétaux peuvent favoriser la présence d'insectes ravageurs et de maladies. Mais comme on a beaucoup de biodiversité, on va régler une bonne partie du problème. Le contrôle des herbes spontanées est un peu plus difficile. Donc, il y a parfois un petit peu plus d'herbes spontanées. Mais comme vous le savez, moi, les herbes spontanées, ça ne m'énerve plus. Donc, ça m'énerve, ça m'est égal. Et il faut faire un suivi des rotations, doit être bien fait. C'est très, très important. Il faut bien suivre les rotations. Donc, tu déplaces tes cultures d'un été sur l'autre. Ça, c'est important de le faire comme il faut. Important pour le sol. Le sol. Parce qu'on ne retourne plus, et ainsi de suite. Là, pour ne pas l'appauvrir en mettant le même type de plante l'été suivant. C'est ça. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous voulez rendre votre potager et votre jardin fruitier plus écologiques? L'horticulteur Bertrand Dumont vous propose 2 livres sur le jardin comestible éco-responsable. L'un, Comprendre la nature et tirer parti de ses bienfaits, aborde le fonctionnement de la plante, celui du sol et son travail, la matière organique, la nutrition des plantes et la gestion de l'eau. L'autre
Aménager et cultiver en respectant la terre. Décrit les étapes de planification, de sélection, de mise en place, ainsi que la multiplication, la plantation, l'entretien et la récolte d'un jardin comestible éco-responsable. Ces 2 livres sont en vente uniquement sur la boutique en ligne radiolégumes.com. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, quels sont les plus gros reproches à la technique du non-labour? Ben, ça demande plus de temps pour le désherbage, mais quand les mauvaises herbes deviennent des herbes spontanées, ben, le problème est moins difficile, est moins criant. Tu l'as dit tantôt, ça t'énerve plus, toi. Ça m'énerve plus, moi, mais il ne faut pas que ça énerve personne, mais je sais que ça énerve des mondes autour de cette table. Bon. On a dit personne, vraiment. On n'a pas pointé personne. Quels sont les objectifs? Non, mais c'est vrai qu'on est très nombreux autour de la table. Le tour de table a été rapide. A été rapide et... Pour les auditeurs, ben là, je ne calcule pas le tour de table. Les objectifs du travail du sol. Pourquoi on fait ça, le travail du sol? Protéger la faune et la flore sur une profondeur d'environ 30 cm en évitant de provoquer des fluctuations, ce qui entraîne en ce qui a trait à l'aération et le cheminement de l'eau. Tu bouscules pas ça. Rappelez-vous le balado que j'ai fait sur les services gratuits que la nature nous donne. Ouais. La faune et la flore du sol nous en donnent énormément de services gratuits. Donc, en retournant pas le sol, en le brassant, on les protège, on les laisse dans les meilleures conditions possibles. Elles vont vous le rendre au centuple. Les petites bébites et les micro-organismes et tout ce qu'il y a dans le sol. Avec un léger travail du sol, ça permet un ameublissement pour le développement des racines, contrairement à pas de travail du tout. C'est ce que moi, je préfère. C'est peut-être mes habitudes. On protège sa structure. L'aération, donc, favorise la bonne santé des micro-organismes qui en ont vraiment besoin pour vivre. Les micro-organismes sont aérobiques. Ils ont besoin. Il y en a qui sont anaérobiques, quelques-uns, là, à la marge, mais ils ont besoin d'air. Donc, en brassant le sol, on leur redonne un peu d'air. On facilite le déplacement de l'eau, à la fois en les retenant, mais aussi en évitant, par un bon drainage, l'accumulation de surplus. Et on incorpore la matière organique. Il n'y a que des avantages, finalement. Alors, pourquoi on a parlé du reste? C'est dans le fond. Non, mais c'est parce qu'il faut... Moi, j'essaye, là, c'est un peu le but de mes 2 livres, c'est d'essayer que les gens comprennent pourquoi on le fait. Pas juste, je ne veux pas donner la recette pour vous dire, faites ça. Non. Les gens disent, mais pourquoi tu fais comme ça? Ben, j'essaye d'expliquer, pour moi, quelle est la meilleure méthode, parce que j'ai des arguments en arrière, j'ai des arguments scientifiques, j'ai des arguments d'expérience pour dire, ben, c'est celle-là que moi, j'utilise. Vous avez le droit de continuer à retourner votre sol. Vous avez le droit d'utiliser des rotoculteurs. Je trouve ça dommage pour la faune et la flore du sol. On va sortir un petit Kleenex. Non, ça a plein d'allure, je fais des folies. Alors, la méthode, finalement, que tu recommandes, est-ce le labour? Est-ce le non-travail du sol ou un léger travail du sol? Bip. Travail léger du sol. C'est clair, je l'ai déjà dit, je me répète. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour la gestion de la matière organique. Donc, je trouve que c'est la méthode la plus facile pour travailler son sol. Je ne fais plus de labour, je ne fais plus de retournement et mon dos m'en remercie. Et tu souris beaucoup plus. Et je souris beaucoup plus. Et oui, après avoir fait le travail, parce que j'ai moins mal au dos. Oui. Et le non-travail du sol du tout, là, le non-travail du sol, le labour non, le non-travail du sol, je ne suis pas rendu là. Peut-être qu'un jour je me rendrai là, mais pour l'instant, donc, c'est un travail léger du sol. Alors, Bertrand, je pense que ça a été fort intéressant. Ça s'appelle quasiment de la mécanique du sol. Puis on retrouve toutes ces données sur lesquelles on peut réfléchir. Oui. Puis il y a des illustrations. C'est dans ta série Jardin comestible éco-responsable. Donc, la nature... Et comprendre la nature et tirer parti profit, c'est bien fait. Donc, c'est ça, vraiment... c'est un des deux. Parce que je parle beaucoup de la plante et du sol et du coupe-sol-plante. Tout ça, ça se répond, tout ça. Tout ça, c'est intégré, tout ça, ça vit ensemble. Donc, il faut réfléchir ça ensemble. Et puis, c'est un peu ce à quoi je vous convie dans ces livres-là. C'est un peu de la réflexion pour savoir pourquoi on le fait. Pourquoi on a fait des labours pendant des centaines et des centaines d'années, puis tout d'un coup, on n'en fait plus. Ben, c'est parce qu'on avance et on a des nouvelles données qui nous permettent de réfléchir et de faire les choses comme il faut. Et quand on sait pourquoi on fait les oui, choses, on est drôlement plus motivé, oui. Puis on a des bons résultats. Oui. Ben écoute, j'espère que toutes ces connaissances-là vont alimenter la réflexion. Absolument. Puis voilà. Alors,
Vous pouvez consulter radiolégumes.com, ça c'est le site. Une nouvelle parution, des questions, suppléments d'informations, vous trouvez ça là. Il y a la banque de balado, on peut en parler, à passer une centaine, on peut parler d'une banque, vraiment. Alors, une question, vous consultez la banque de balado. Une centaine de 10? Oui, plus que 110. Bien sûr, bien sûr. Et on voudrait remercier Bionic qui nous supporte depuis longtemps, Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique, et vous, un gros merci d'être avec nous depuis autant d'années. À la prochaine, hein? Oui. Bye bye tout le monde. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.